Le graffiti, moi je l'ai découvert pendant je crois que c'était une émission avec NTM qui passait sur Canal+, où j'avais bien kiffé, il y avait des graffeurs dans le fond. Par contre j'avais fait juste 2-3 petites feuilles et j'avais lâché l'affaire. Et c'est après, j'ai été à l'école en fait à Paris, dans une école de dessin où j'ai rencontré pas mal de graffeurs justement. Et moi comme je venais du 77 sur la ligne S jusqu'à Paris, tout le long de la ligne elle était marbrée et à chaque fois je passais mes journées, enfin mes trajets, à regarder sur les fenêtres machin en me disant ah putain je kifferais être là un jour. Et je crois que c'est comme ça que j'ai commencé. Ce qu'il faut savoir aussi c'est que j'ai commencé que par le tag. Moi en vrai j'avais pas du tout de truc artistique, j'en avais rien à foutre, tout ce que je voulais c'était poser mon nom sur les murs. Parce qu'en gros j'arrive à Paname, c'est une ville super impersonnelle et moi j'ai plus de repères, je trouve pas trop ma place, je me demande un peu ce que je fous ici. Et ça me permet un peu de me réapproprier l'espace en fait. Et en gros pendant 3 ans c'est ça. Et quand j'ai 20 ans, je me prends un appartement. Et à partir de ce moment-là, en vrai, j'ai du temps pour faire du graffiti. C'est on va dire les apprentissages graffiti, où j'essaye de travailler un petit peu le style vite fait, entre guillemets. C'est-à-dire d'avoir un truc un petit peu plus dynamique, un peu plus stylisé. Et l'apprentissage, voilà, c'est un peu de terrain, un peu de voix, un peu de vandale, mais pas folichon. Si tu veux, il y a un milieu où je me sens pas vraiment dedans. Je fais du graffiti, mais j'ai pas l'impression de faire partie du truc, quoi. Et après 2004, qu'est-ce qui se passe? En gros, 2004, moi je peignais avec Promo à l'époque. Et à un moment, je sais pas, il rentre et il me dit ouais, ce serait cool qu'on fasse un calendrier graffiti ou hip-hop, machin. Et je dis vas-y, si tu veux, je te suis, y a pas de problème. Et à ce moment-là, on commence à faire des trucs, on se dit tiens, on regarde les tarots. Bon, on n'avait pas de genre à l'époque, donc c'est compliqué. Donc au final, ce qu'on a fait, on s'est dit vas-y, on va faire un calendrier. C'est une feuille A3 recto verso et on va essayer de le vendre. Une face, on avait tapé un train, je crois que c'était un 2004 avec un perso à Promo à côté. Du coup, à ce moment-là, mon pote, il me dit ouais, ben vas-y, il faut qu'on les vende. Je dis comment ça, on les vend? Il me dit bah, tu vas venir avec nous, on va les vendre dans la rue. Moi, il faut savoir un truc, c'est qu'à l'époque, j'étais super introverti. Même une baguette de pain, j'avais du mal à aller lâcher. Et je me décompose. Et au final, je me retrouve en plein milieu de Châtelet à devoir arrêter des gens et à leur dire vas-y, achète-moi mon calendrier. C'est un peu compliqué au début, mais au final, ça l'a fait. J'ai capté le délire, voilà. Donc toute la semaine, on était à Châtelet, le week-end, on était à Clignancourt. Et c'est là qu'on a rencontré vraiment beaucoup de graffeurs. Et là, notre vie, elle est devenue vraiment, vraiment graffiti. C'est-à-dire qu'on arrivait le matin, on faisait le tour du quartier, on taguait partout, on vendait nos calendriers, donc ça parlait que de graffiti, on rencontrait plein de graffeurs. Et le soir, on allait se prendre des bombes et on allait flopper dans la rue. Et ça, en gros, pendant 2 ans, c'était vraiment la période graffiti, on va dire. Et après les calendriers, tu as participé à un projet qui s'appelait Painters. Et tu peux nous en parler? Ouais, bien sûr. En fait, après les calendriers, on voulait continuer à vendre des trucs dans la rue, donc on a vendu des cartes postales. Et Promo, il a l'idée de faire un petit magazine qui s'appelle Painters. Donc il sort le premier truc. Et à un moment, on se dit ouais, non, vas-y, tu sais quoi, on va pas le vendre dans la rue, on va le mettre en dépôt-vente dans les trucs et on va vraiment faire un fanzine. Donc on avait pris pas mal d'argent avec les calendriers. Et en gros, on a réinvesti cet argent-là là-dedans, quoi. Donc je crois qu'on a fait 2 numéros en fanzine. Et après, je crois qu'on tombe sur quelqu'un qui a un plan pour pouvoir faire des CD-ROM et les foutre dans les points relais en fait. Tu sais, dans les gares, dans les trucs comme ça, les librairies là. Ouais. Et donc on enchaîne et à ce moment-là, on se dit que sur CD-ROM, on peut faire autre chose et qu'on peut même faire de la vidéo. Donc on a fait des petites interviews, des trucs comme ça. Seulement, par rapport au graffiti, le truc à un moment il s'est un peu, on va dire, peut-être professionnalisé et là moi je m'y retrouvais moins. J'étais moins dans le kiff et peut-être plus dans l'aspect faut faire les trucs. Et là je me suis un peu détaché de ça. Mais je continue à peindre à côté et ça a mis du temps, hein, mais à un moment je me suis dit ouais vas-y on va essayer d'avoir une vie un peu plus calée parce que j'étais freestyle en fait. Et de toute façon, vu que j'avais pas de diplôme et pas de connaissances, rien, les seuls tafs que je pouvais faire, c'était les tafs de Paris Boom Boom. Donc en gros, je prends un Paris Boom Boom, je vois des trucs pour vendeurs à porte-à-porte. C'est quoi Paris Boom Boom? Paris Boom Boom, c'est un espèce de magazine gratuit que tu trouvais à la sortie des boulangeries. Là, Tu m'as fait peur, je m'attendais à un truc de terroriste. Non, il n'y a pas, non, t'inquiète. Et en gros, je prends le premier truc accessible. Si tu veux, j'étais une feignasse, j'avais pas de CV, je voulais pas faire de lettre de motivation. Donc je prends ça, je vois le truc, il y a un numéro de téléphone, j'appelle, je passe l'entretien et je leur explique que voilà, j'étais vendeur à la sauvette en gros, et eux ils kiffent.
Et l'amplitude horaire, c'est en gros, tu pars de chez toi, il est 7h30, tu rentres chez toi, des fois, il est 11h30. Et du coup, ça laisse vraiment plus beaucoup de temps pour le graffiti. T'as que le dimanche, et le dimanche, franchement, j'étais éclaté. Donc, je restais chez WAM à dormir, quoi. Au début, j'essaye de graffer encore un petit peu de temps en temps, mais après, plus ça va et moins je graffe. Et en gros, je finis quasiment par arrêter, quoi. Donc en fait, il fallait faire un choix entre l'expérience professionnelle et la vie d'artiste. Et bah ouais, en gros, c'était avec la vie que je menais, j'avais plus de temps pour le graffiti, quoi. Là, j'étais dans le délire où il faut faire du genre. Ouais, il y avait une dualité et il y en a une qui a pris le pas sur l'autre en fait. Ouais, j'ai voulu, et puis comme ça marchait pas trop mal, je me suis engouffré là-dedans, quoi. Et là, c'est la pause. Ouais. Et pendant cette période de pause qui a duré environ 5-6 ans, voire plus, je sais pas, dans les environs, bah qu'est-ce que tu as fait pendant cette période-là? En gros, je me suis occupé professionnellement, on va dire. Et toujours de mieux en mieux, jusqu'à un moment où il y a un mec à un magasin de cuisine et je passe un entretien. Et moi, en fait, à l'entretien, j'y vais en mode, vas-y, j'y vais 6 mois, après je prends le chômage, je suis tranquille, machin. Et le mec, en fait, il a capté comment je marchais. C'est-à-dire qu'il m'a dit, vas-y, fais du chiffre, et ça marchait bien. Donc je fais du chiffre, et lui, il me met bien. En gros, il me dit, vas-y, fais ce que tu veux, machin. Et du coup, je fais de l'argent. Et avec cet argent-là, en fait, ce qui se passe, c'est que je commence à me dire, vas-y, je vais partir à l'étranger. À la base, j'avais pas prévu de partir à l'autre bout du monde ou quoi, je voulais aller en Corse. Et je regarde les prix et c'est quand même un peu rush. Et je sais pas, je vais sur un site là, tu sais, les trucs promo vacances, et je vois Bali, c'était moins cher pour aller à la Corse. Donc je dis, vas-y, bingo, on va à Bali. Et là, je vais dans les rizières et je sais pas, t'es en haut du truc et à 360 degrés, à perte de vue, t'as des rizières et tu te sens tout petit. Et là, tu te dis, waouh, c'est magnifique. Et après, tu restes, tu te fais à la vie locale, tu parles avec les gens et c'est complètement une autre manière de vivre. Et là, ça m'a pété la tête. Je suis rentré, j'avais qu'une envie, c'était de repartir en me disant, ouais, mais la vie ici, franchement, ça correspond à rien. Et zéro trace de graffiti? Non, là, je suis plus du tout dans le graffiti. Plus du tout. Là, en fait, j'ai remplacé une addiction par une autre, vraiment. C'est le graffiti, le voyage, j'avais pris la place du graffiti là, à ce moment-là. Le graffiti, pourtant, il va revenir dans ta vie à un moment. Ouais. Comment ça se fait? À cause d'un voyage, justement. En fait, comme par hasard. Ouais, bah oui, normal. En fait, je suis parti à New York. Et là, j'étais plus du tout dans le graffiti, machin, et je tombe sur V'là les graffitis. Et je me dis, oh putain, quand même, j'en mets. Et tu sais, ça me remet dans mes années en arrière. Je me dis, putain, quand même, c'était bien cette époque. Là, on est en 2013, et ça fait, allez, peut-être 1 an et demi que j'ai pas touché une bombe de peinture, et les 5 ou 6 ans d'avant, je fais maximum 1 ou 2 graphes par an, quoi. Et là, je me dis, vas-y, j'appelle Hanks, et tu sais, je reviens de New York, tout ça, et je me dis, ouais, il me dit, bah vas-y, tranquille, on peut se voir. Et je lui dis, bah vas-y, on a qu'à peindre ensemble. Parce que lui, il a pas lâché l'affaire, il est à fond dedans, et il a pris un putain de level. Il me dit, bah vas-y, viens, on peint dimanche, t'as qu'à venir avec nous. Et là je retouche une bombe. Bon, c'est une galère au début, hein, parce qu'on m'avait dit, ouais, les bombes, elles sont mieux, machin, frère. Les contours, ils coulaient, c'était une catastrophe. Mais j'ai kiffé, vraiment, j'ai kiffé, et de suite, je suis retombé dedans. Et là, en fait, c'est tellement un kiff. J'ai mon graffiti pour la vie, on va dire, quand je suis à Paris et les voyages quand je suis à l'étranger. Tu sais, là, à cette époque-là, je me sens revivre. Et le souci, par contre, c'est qu'au niveau du taf, j'ai l'impression que j'ai un peu fait le tour et je m'y retrouve plus trop. Tu sais, j'ai plus envie d'aller graffer que d'aller vendre des cuisines. Donc, j'en parle un peu à mon patron. Je lui dis, ouais, t'as vu, je suis plus trop chaud. Et lui, à ce moment-là, il me propose de devenir gérant du magasin. Et là, je me pose la question et je me dis, ouais, c'est cool, j'ai une bonne situation, je gagne de l'argent, tout le monde est content pour moi parce que c'était pas gagné à la base et que je finis par avoir un truc confortable, on va dire. Mais moi, je m'y retrouve plus dedans. Et je décide de tout arrêter, en fait. Je décide de, vas-y, je vais faire du graffiti et je vais voyager pendant un moment, là. Et il y a un truc qui est marrant, c'est genre, je crois que j'arrête de taffer en mois de février ou je sais pas quoi. Et en même temps, le même jour, Hanks, il arrête son taf aussi. Pareil. Et peut-être 2 semaines après, il m'appelle, il me dit, ouais, j'ai un plan pour aller au Brésil, t'es chaud? Je dis, bah bien sûr, je suis chaud, moi, les voyages, c'est mon truc. Ça y est, c'est parti, bingo. Et du coup, bah, je suis chaud, on y va, et là, c'est magique, quoi. On s'incruste dans un grand festival, on va peindre sur la plage à Copacabana, après on va peindre aussi un peu dans des favelas, et là, c'est magique. Il y a une ambiance de fou, et là, il y a vraiment les espèces de pièces du puzzle de tout ce que je kiffe dans la vie qui sont réunies, et là, moi, je suis en plein kiff. Ok, donc c'est cool la vie au Brésil, mais quand tu retournes à Paris, ça se passe comment? En fait, je crois qu'à partir de ce moment-là, on s'est mis à envisager le graffiti autrement. En fait, on s'était fait des gros kiffs au Brésil, à partir peindre à droite, à gauche, à machin. Et on s'est dit, vas-y, autant faire pareil à Paris, et vas-y, on va faire des stores tranquilles dans la rue. Donc je laisse passer un peu de temps et je me dis, vas-y, je vais repartir en tour du monde cette fois. En gros, je lâche tout à Paname, je me casse,
et je vais peindre à l'étranger, et sans aucun plan, sans rien prévoir. Et on verra comment ça se passera. Là, je crois qu'on doit être tout début 2016, et donc je pars en Asie en fait, mais en me disant je reviendrai pas en France. C'est-à-dire que je pars et si je rencontre une destination où c'est cool, je m'y installe. Et j'arrive pas vraiment à m'installer. En vrai, il n'y a pas de destination magique non plus. C'est-à-dire qu'il y a tout le temps des avantages et des inconvénients. Et j'ai envie de continuer à voir du pays. Mais ouais, il arrive un moment où on se dit va falloir se poser, et là je me dis, il y a beaucoup de gens qui m'ont parlé de la Réunion, et je me dis je vais aller essayer de me poser à la Réunion en fait. Avant de parler de la Réunion, ce que tu oublies de dire, c'est que quand tu voyages, tu peins. C'est-à-dire Ouais, que non, là par tu contre continues de concilier tes deux passions. c'est ça. Par contre je peins peut-être moins souvent qu'avant, c'est-à-dire que chaque destination que je fais, j'essaye de faire au moins une ou deux peintures, voire un peu plus si je peux. Et mais à ce moment-là, je suis dans le graffiti, mais peut-être plus dans le voyage quand même. Je suis vraiment dans un projet de vie où je veux m'installer quelque part. Et donc à La Réunion, pourquoi La Réunion? Bah en fait, on m'avait parlé du vivre ensemble, que le temps il était cool, que l'ambiance elle était cool, donc je me suis dit bon, j'entends que du bien depuis quelques années dessus, le plus simple c'est d'aller voir. Et si ça me convient, d'essayer de m'y installer. Et quand tu as été voir du coup, comment ça s'est passé? Ah, ça s'est bien passé, c'était chambé, sauf que pour s'installer ça reste la France, et il faut des papiers, il faut des machins, et moi j'ai rien. Donc c'est là, T'as des papiers quand même, t'as la nationalité française. Non, mais tu sais, pour avoir un appartement, faut un CDI, des machins, des trucs comme ça. Du coup, je reste 9 mois là-bas. Et franchement, je m'y plais. Je commence à bien peindre là-bas. En plus, l'ambiance, elle est kiffante niveau peinture. Les gens, ils kiffent. Dans la rue, les gens, ils kiffent. Il y a un super bon accroche des gens. T'es en mode vandale dans la rue, les gens, ils s'arrêtent, ils te proposent des tafs pour leur boutique, pour chez eux, pour décorer. D'ailleurs, ça m'a permis de rentabiliser le voyage, de pas dépenser 1 euro en fait. Et donc là-bas, ça se passe bien, sauf que j'arrive pas trop à me poser et j'ai des petits soucis de santé, et il faut que je rentre en France pour me faire opérer en fait. Donc retour à Paris. Et à Paris, c'est un peu la douche froide, c'est-à-dire que j'arrive dans un bled où j'ai l'impression de ne plus être chez moi, et le retour est un peu compliqué quand même. Et parce que je sais que je suis pas là longtemps, donc je vais en profiter grave en fait. Je vais faire plein de plans, plein de machins, revoir mes potes, tout ça. Donc j'enchaîne, et je repars. Et là par contre, quand je repars, j'ai un rythme de peinture qui est beaucoup plus soutenu qu'avant. Par exemple, je repars au Liban, je repars 1 mois au Liban, je fais 30 peintures au Liban. C'est-à-dire que tous les jours, je suis en train de peindre. Et clairement, là, le graffiti prend le pas sur le voyage. C'est-à-dire que je visite, machin, mais je suis mort de faim à niveau peinture. J'ai envie de peindre, quoi, tout le temps. T'as cité le Liban, il y a eu quoi d'autre comme destination? Après, ouais, je suis reparti en Tunisie aussi. Et après, je suis reparti, je devais faire 6 mois en Asie. Et c'est là d'ailleurs où j'ai commencé à tourner J'irai graffer chez vous. Ouais. Et, on en reparlera après. Ouais, on en reparlera après. Et au final, j'ai fait 3 mois parce que je suis parti avec ma copine. Elle a eu des petits problèmes de santé, on a dû rentrer plus tôt. Mais pareil, j'ai pas mal peint quand même. Là, on arrive en quelle période là? Alors à la fin justement des voyages. Là, on revient, on doit être fin 2019, je pense. En 2019. Ouais. Donc depuis 2019, t'es en France. C'est ça. Et bah du coup, ça se passe comment ici? Ça se passe comment? Bah, je suis rentré, j'ai eu un peu de mal à reprendre mes marques. Quand je suis rentré, à la base, je me suis dit ouais, je vais repartir. Et puis finalement, je me suis un peu installé, un peu aussi grâce au Covid. Merci. Parce que ouais, merci Covid. Du coup, pour repartir, c'est un peu plus compliqué. J'ai quelques plans qui ont sauté. Et bah, le truc, c'est que je me suis remis à fond encore dans la peinture, encore plus qu'avant. Je crois que 2020, ça doit être l'année où j'ai peint le plus de ma vie. Et c'est un peu là aussi où j'ai l'impression que tu as pu affirmer ton style. C'est-à-dire qu'avant, tu faisais déjà des travaux, des travaux, ça sera mieux. Des travaux sur la lumière, sur des espèces de 3D un petit peu. Ouais. Et même sur ta base qui était un peu wild, on va dire. Et là, ça commence à devenir plus épuré, tu peux nous en parler? Mais parce qu'il y a eu un vrai changement de support. C'est-à-dire que quand je suis à l'étranger, je peins dans la rue et je cherche un maximum l'efficacité. C'est-à-dire que l'idée, c'est de faire un tampon et de mettre mon nom, un peu comme quand j'étais typeux et que je taguais les murs, quoi. Je vais pas forcément chercher à faire trop compliqué, je vais faire efficace. Et là, le fait de revenir à Paris, je me dis, vas-y, on va travailler. J'ai le temps, je fais beaucoup plus de terrain, on va se pencher un peu sur le style. Et moi, je suis un mec, j'arrive pas à travailler plusieurs choses en même temps, donc je travaille pas forcément trop le lettrage. Par contre, je vais travailler beaucoup la lumière et me concentrer là-dessus. Parce que l'idée, c'est que si je travaille et en même temps le lettrage, et en même temps la lumière, et en même temps le machin, et en même temps le machin, au final, quand tu regardes ta pièce, tu sais pas ce qui marche ou ce qui marche pas.
C'est-à-dire que quand je veux travailler le lettrage, je fais un chrome. Quand je veux travailler la lumière, je fais mon tampon et je change un peu les couleurs, la lumière, les trucs comme ça. En plus, maintenant, j'ai vu que depuis quelques temps, tu commences à faire des persos. Alors, tu en as toujours fait? Ouais, c'était différent avant. En fait, j'en ai déjà fait sur toile. C'est-à-dire qu'à un moment de ma vie, j'ai fait de la toile, mais je voyais pas trop le graffiti sur la toile. Pour moi, c'était pas cohérent. Le graffiti, pour moi, c'était dans la rue. Déjà, sur un terrain, c'est compliqué, mais alors sur toile, pour moi, j'avais l'impression de pas être... Ouais, que c'était plus du graffiti, quoi, vraiment. Donc, quand j'ai attaqué un travail de toile, j'ai commencé à faire des portraits. Et à un moment, ce que je voulais, c'était quand même réunir les trucs et essayer de me diversifier. Parce que, voilà, des lettrages, ça fait aussi 20 ans que j'en fais. Et que je me dis, vas-y, pour amener un peu de sang neuf, je peux essayer de faire autre chose. Et puis, autant ça me servira aussi pour les lettrages. Je pourrais trouver des petits trucs à droite, à gauche différents. Et ce délire-là, je pourrais peut-être le ramener aussi dans mes lettres. J'essaye d'avoir une cohérence. Là, ça fait vraiment pas longtemps que j'en fais. Ça doit faire 2 mois que je fais des personnages. Et clairement, je suis encore en train de me chercher. Je sais pas encore sur quoi ça va déboucher. J'ai une petite idée dans ma tête, mais c'est pas concret. Mais ce que je voudrais à la fin, c'est d'avoir un style reconnaissable. C'est-à-dire que quand tu vois le truc, tu sais que c'est moi. T'as pas besoin de lire mon nom. Comme ça le fait un petit peu maintenant pour les lettrages, je veux travailler les persos de la même manière. C'est-à-dire que ce soit reconnaissable au premier coup d'œil en fait. Yes, donc là on a quitté le canal de l'Ourcq, on est chez toi, ton domicile, ouais. Le lieu notamment où tu as monté toutes tes vidéos parce que à côté tu as aussi une chaîne YouTube, hein, ton propre média si on peut dire, et dedans tu as lancé un concept qui s'appelle J'irai graffer chez vous. C'est ça. Et là j'aimerais que tu nous en parles si c'est possible. Alors J'irai graffer chez vous, en fait c'est la suite d'un autre projet que j'avais eu avant, pendant en gros toute la période jusqu'à la Réunion quand je suis rentré. En gros quand je suis rentré j'ai vu que j'avais beaucoup de photos de graphes. Et je l'ai défilé sur mon téléphone et à chaque fois que je voyais une photo, il y avait une histoire mais une histoire avec une ambiance, des anecdotes vraiment qui se passent pas forcément ici. Et je me suis dit ouais, j'aimerais vraiment les partager et je me suis dit bah je vais en faire un livre. Donc le livre n'est pas encore sorti et après au moment de repartir, je me suis dit le livre c'est cool, mais j'aimerais bien bosser un autre média, un truc peut-être un peu plus immersif. Et le truc, je vais dire merci à ma copine qui, une semaine avant de partir, m'a dit vas-y achète-toi une GoPro, on y va. Moi j'étais pas chaud, je savais pas, j'y vais pas. Elle m'a mis le petit coup final et merci parce que je regrette pas, parce que j'ai pris beaucoup de plaisir à tourner cette petite web série. Mais avoir un projet comme ça, c'est compliqué, non? Toi, comment tu l'as organisé en fait? Bah, en fait ça paraît compliqué et ça l'est pas du tout, c'est complètement à l'arrache, c'est-à-dire que il y a beaucoup de gens par rapport au voyage comme ça qui m'ont dit ouais c'est compliqué, c'est de l'organisation. Frère, c'est juste une GoPro. Et moi de toute façon je partais voyager. Donc de toute façon moi c'est ma vie, on va dire c'est ma vie normale. Et il n'y a pas de moyen. J'ai juste fait ce que je faisais tout le temps avec une GoPro. C'est-à-dire que je suis parti avec ma copine elle m'a filmé pendant que je l'ai fait. Et le reste, si tu veux, quand je suis parti, il y a vraiment zéro organisation parce que je savais même pas où j'allais. En gros j'ai pris le billet le moins cher pour aller en Asie. Et après on voit. Donc c'est ça, après tu suis le vent un petit peu. Et quel retour t'as eu toi sur ton concept de J'irai graffer chez vous? Les gens, qu'est-ce qu'ils en ont pensé globalement? Alors au début honnêtement tous les gens ont kiffé, on était en plein confinement, je sors ça le truc, ils sont enfermés chez eux, ça leur permet de voir un petit peu de paysage, tout ça, et j'ai eu que des très bons retours au début. Après c'était plus des graffeurs qui regardaient ça et je m'attendais peut-être à ce qu'on me dise ouais le truc il est pas assez vandal, il est pas machin. Moi l'idée c'était de faire un truc un peu friendly, de dire vas-y c'est que de la peinture, on s'en fout, c'est cool. Et j'ai eu de bons retours et au contraire à un moment j'ai eu une vidéo qui a un petit peu pété plus que les autres on va dire. Et à ce moment là c'est un public différent qui est venu et je l'ai vu direct. C'est-à-dire que les gens ils comprenaient plus le délire. Il me disait ouais t'as pas honte, tu vas foutre la merde chez les gens, tu vas saloper leurs murs, leurs trucs comme ça. Et là j'ai compris que c'était des gens qui avaient plus rien à voir avec le graffiti. C'était laquelle la vidéo? C'était celle du Vietnam, la première du Vietnam je crois. D'accord, donc l'algorithme il a pas trop kiffé le Vietnam. Bah si il a kiffé justement, c'est les gens qui avaient pas trop grand chose à voir avec le graffiti qui ont beaucoup moins kiffé je pense. Yes, bah justement, c'est peut-être eux qui t'ont fait
cette remarque parce que, alors moi, de ce que j'ai vu, tu pourras confirmer ou pas, mais j'ai vu qu'il y a eu pas mal de gens qui avaient apprécié ta démarche. Et souvent, il y en a qui t'ont reproché d'écrire toujours ton nom en 5 lettres, dissec, parfois avec le même style. Et du coup, il y en a qui trouvaient que ça dénaturait certains endroits, ou en tout cas que c'était pas opportun. Et toi, qu'est-ce que tu peux dire là-dessus? Alors, je peux comprendre que quand t'es pas dans le graffiti, ça te paraît chelou, quoi. C'est le mec qui va écrire son nom partout, ça fait super égocentrique. Mais après, moi, j'ai pas triché sur le truc. Le truc, ça s'appelle j'irai graffer chez vous. Le graffiti, pour moi, c'est écrire son nom. Ça va pas plus loin que ça, en fait. Maintenant, quant à la démarche, moi, comme je te disais tout à l'heure, j'y vais dans une démarche cool. J'y vais pas pour saloper le truc. Et ce qui est marrant, c'est que c'est les gens d'ici qui m'ont dit ouais, c'est n'importe quoi machin. Quand tu regardes les vidéos, ça se voit que les gens ils kiffent en fait. Et ils kiffent pas spécialement ce que je fais. Je pense que les 3/4 ils comprennent rien de ce que je fais. Je marque des lettres dessus. Par contre, ce qu'ils kiffent, c'est qu'il se passe quelque chose dans la rue où d'habitude il se passe rien. Ils voient un truc qui est assez inhabituel. Et pour le coup, ça crée beaucoup de communication. C'est-à-dire que moi, les échanges que j'ai avec les gens, je suis plus un touriste, je suis un peintre. Et ils viennent me parler différemment que quand je me balade sans bombe de peinture. Et c'est ça que je trouve vraiment intéressant. C'est en fait un médium de pouvoir communiquer d'une autre manière avec des gens en fait. Donc la perception du graffiti, elle est totalement différente d'un endroit à l'autre, parce que là, de ce que tu me dis, c'est que localement, ces questions-là sur est-ce que c'est toujours ton nom, etc., elle a rien à voir. Elle a rien à voir. En fait, pour eux, les gens, tu fais quelque chose, tu crées quelque chose en fait. Le pourquoi du comment, ils s'en foutent. Ce qu'ils voient, ils me voient comme un peintre en fait. Comme si j'avais fait, je sais pas, un Picasso ou un truc comme ça. Tu crées quelque chose, tu fais quelque chose, pour eux c'est positif. Il n'y a pas cet aspect vandale, dégueulasse, machin. C'est complètement différent. Ok, et parmi tous ces voyages, lequel t'as le plus aimé faire en tant que simple voyageur? Simple entre guillemets. C'est difficile de répondre à cette question parce qu'ils ont vraiment tous leur particularité en fait. Après, il y en a peut-être qui m'ont plus marqué parce que j'étais complètement chamboulé. Il y a peut-être le premier voyage que j'ai fait à Bali parce qu'il m'a mis une claque. Parce que je savais pas encore ce que c'était que de voyager et que ça m'a retourné en fait, la culture, les trucs comme ça. Il y en a un autre qui m'a un peu chamboulé, c'est Cuba, parce que c'est le communisme et que pour le coup la société elle a rien à voir avec tout ce qu'on connaît ici. Donc tu mets quand même pas mal de temps à prendre tes repères et c'est ça que j'ai kiffé dans ce voyage parce que à la base moi je voyage justement pour dire wow, qu'est-ce qui se passe ici. Ouais, il y avait un vrai changement d'ambiance. C'est ça, c'est-à-dire social, politique, économique. Au bout d'un moment, quand tu voyages, si tu veux, les ambiances sont pas les mêmes, mais il y a des trucs qui reviennent régulièrement. Tu t'adaptes à la culture, tu comprends, il y a des subtilités, des trucs comme ça. Mais globalement, les villes, c'est à peu près toutes les mêmes, et après, c'est des petites subtilités. Là, c'était pas des subtilités, c'était vraiment le gros du truc, la culture, tout était différent, quoi. Donc on retient Cuba par rapport à sa singularité. Ouais, quand t'as envie de changer d'air, Cuba c'est pas mal, ouais. Mais Cuba en tant que voyageur. Ouais, en tant que à vivre comme un local, pas en touriste quoi. Oui. En touriste, si c'est pour aller dans un hôtel, non. Et en tant qu'artiste, pas en tant que voyageur, c'est laquelle la destination que t'as le plus aimé faire? Je vais te faire un peu la même réponse que tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des ambiances différentes à chaque fois et des trucs qui me font kiffer à chaque fois. Il y a le Vietnam qui m'a bien marqué parce que j'ai fait un spot là où le train il passe en fait. En gros, tu as des bars, les gens ils déplacent le truc, toi tu peins à cet endroit-là et l'ambiance était vraiment chambée parce que il y a eu un feeling avec les gens tout simplement. C'est-à-dire que c'est un spot qui est super touristique. J'arrive en me disant jamais de la vie ils vont me laisser peindre ici et je me retrouve à faire un truc. Et il y a tout le monde qui vient et qui me dit pas là-bas, pas là-bas, pas là-bas, pas là-bas. Et franchement, c'était une bête d'ambiance. Et il y a aussi ce que je te parlais tout à l'heure, il y a le Liban. Parce que là, pour le coup, c'est vrai que d'habitude, quand je me mélange, quand je voyage, je me mélange pas forcément avec les peintres locaux, mais plus avec la population, on va dire entre guillemets, normale. Et là, c'est des gens que j'avais déjà rencontrés à Paris, en fait, qui m'ont dit vas-y, passe à l'occasion. Et j'ai squatté avec eux. Et les échanges étaient vraiment cool. Donc, il y a eu 6 épisodes dans la saison 1 de J'irai graffer chez vous. C'est ça. À quand la saison 2? Dès que possible. Là, on va dire qu'avec tous les confinements, les machins, ça a été un peu galère pour sortir de France. Normalement, on devait avoir des plans pour aller à l'étranger.
on est passé à côté. Donc dès que je peux, je me retaille et j'essaierai certainement de filmer d'autres épisodes parce que pour le coup ça m'a fait kiffer. Et j'ai pas encore de date exacte ni de destination, mais ça c'est normal. Et puis voilà, dès que possible en fait. Mais en attendant, tu as quand même laissé active ta chaîne YouTube. Je me suis dit que comme il y avait un peu de monde qui regardait la chaîne, je me suis dit autant en profiter pour mettre aussi la lumière sur d'autres trucs. Parce que par rapport aux commentaires, je me suis aperçu qu'il y a beaucoup de gens qui ne savaient pas ce que c'était que le graffiti en fait. Et en vrai, le graffiti, en gros, il a autant de définitions que de graffeurs. Donc je me suis dit, ce qui est intéressant, c'est de donner la parole à des graffeurs complètement différents qui expliquent un peu leur univers graffiti. Et ce que je trouve intéressant, c'est vraiment de découvrir chaque univers qui n'a rien à voir l'un avec l'autre à chaque interview. Ok, bah écoute, nous ce qu'on te souhaite, c'est de pouvoir faire davantage de gérigraphie chez vous, de continuer à peaufiner ton style et de continuer de peindre et de faire kiffer et les rues de Paris et les rues du monde. Et moi surtout. Et toi aussi, ça va ensemble, je pense. Ça va ensemble. Donc on te remercie, puis on te souhaite le meilleur pour la suite, et puis bonne continuation. Ok, je te remercie aussi. Ciao. Ciao. Moi c'est Dissec. Attends, je le refais. Vas-y, t'inquiète, refais-la 15 fois même. J'ai créé une web série. Putain, je vais pas y arriver. C'est bien une web série aussi. Ah ouais, mais pour ça j'ai jamais fait du rap en fait. Justement, ouais. Là, tu prends ton expérience professionnelle que tu me racontais pour développer l'argumentaire que tu viens de donner. Pardon? T'auras des views en plus sur ta vidéo. C'est pas du joule là maintenant, tout le monde fait du joule. Bonjour. Bonjour. C'est ça. Ouais. Attends, faut qu'il Snatcha va me vénère. Jusqu'à il est arrivé, jusqu'à... Bon, je crois que ça va être un peu. On va faire une pause On va garderie. attendre un petit peu. Hein.